Bonjour, je suis Marie-Christine, bienvenue sur ma chaîne Astro Tarotina. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plutôt délicat. Nous allons parler de la peur en astrologie et de la peur dans les tarots. La peur est indissociable, j'arrive à le dire, indissociable de notre manière d'expérimenter le monde, de voir le monde, et détermine notre manière d'agir aussi, bien évidemment. C'est la peur de Dieu, ou de Dieu, pluriel au singulier, la peur du pouvoir, la peur de l'autre, la peur de mourir, la peur de la guerre, etc. Donc il existe d'innombrables façons de la nommer, d'innombrables façons de la verbaliser, de la comprendre, de l'interpréter, de la thématiser, de la rêver aussi, ou plutôt cauchemarder, voilà, de la mettre en geste, ou alors de la visualiser, par exemple à travers l'art. C'est aussi une espèce de thérapie, si vous voulez, ou de la matérialiser dans des objets. Et à travers la peur, nous vivons notre rapport au divin, par exemple, aux autorités, aux ennemis, aux proches, aux étrangers. Voilà, les sujets d'actualité sont multiples aussi aujourd'hui pour faire des liens avec la peur. Mais l'une des peurs, je dirais, les plus ancestrales, chez l'être humain, c'est quand même aussi la peur, outre la peur de la mort, bien évidemment, c'est la peur de perdre son pouvoir, ou le pouvoir. Et d'ailleurs, les histoires mythologiques nous rapportent souvent l'histoire des dieux surpuissants, des dieux tyranniques, vous voyez, mais qui sont en même temps, tout en étant surpuissants, terrorisés par les prophéties, qui parlent souvent d'un renversement de pouvoir, d'une succession, généralement aussi par sa propre progéniture. Et donc, ils œuvrent pour essayer de chasser ce spectre, mais nous voyons qu'ils n'y arrivent pas. C'est le cas, par exemple, d'Uranus, qui sera évincé de son trône par son fils Saturne. Nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos, qui à son tour, ce même Saturne, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il agira de la même façon que le père, enfin pas exactement de la même façon, mais dans une même logique, c'est-à-dire la peur de perdre le pouvoir suite à une prophétie. Et puis nous allons voir, nous avons déjà vu d'ailleurs que cette prophétie se réalisera parce que l'un de ses enfants, Jupiter, à son tour, va l'évincer du pouvoir pour devenir le roi de l'Olympe et en même temps gouverner à peu près de la même façon. Donc, vous voyez, c'est une vieille histoire, tellement vieille qui fait partie de notre mémoire ancestrale. Et donc, ce que nous vivons à travers la métaphore de la mythologie et des divinités, c'est ce qui se passe aussi dans notre monde humain, bien évidemment. Et donc, il y a quelque chose de tenace dans toute forme de pouvoir, à ne pas vouloir lâcher ce pouvoir, hein, à le défendre. Et quelque part, hein, il y a chez chacun, probablement d'entre nous, un petit Uranus qui a peur d'être détronisé dans un aspect quelconque de notre existence. Pour certains, c'est plutôt professionnel, pour d'autres, c'est plutôt la partie affective, comme selon la vieille prophétie. C'est-à-dire que un roi succédera ensuite un autre, ou plutôt parfois un tyran. Donc on agit presque tous, qu'on le veuille ou pas, par un mécanisme aussi de défense par rapport à cette peur. Bon, de façon plus ou moins agréable. Il y a ceux qui systématiquement, par exemple, dénigrent les plus jeunes, parce que les plus jeunes qui arrivent ont forcément envie de quelque chose d'autre. Donc ils essayent de détroniser, si vous voulez, pas tous les acquis précédents, mais vous voyez, d'apporter quelque chose de nouveau. Alors il y a les gens qui systématiquement dévalorisent l'autre pour essayer de renforcer leur position. Donc vous comprenez comme cela part toujours d'un sentiment de peur. Et donc, voilà, mais non, ça c'est un sujet plutôt même grave, j'ai envie de dire. Et pour passer à l'astrologie, peut-être d'une façon un peu plus toujours légère, mais pas moins sérieuse, alors sans rentrer toujours dans la caricature, quand je parle des signes, bien évidemment, je parle de l'élément principal. Alors, je le répète à chaque fois, mais nous sommes tous beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas que les signes solaires, il y a l'ascendant, il y a la lune, et puis il y a toute la partie riche de notre thème. Hein. Nous ne sommes pas qu'un élément, mais bon, il faut bien en tout cas essayer de comprendre les grandes lignes. Donc, qu'est-ce que ça peut être, la peur, par exemple, pour un bélier?
Ben, la peur principale, c'est la peur de l'échec. Pour les béliers qui a toujours envie, en tout cas l'habitude d'être les premiers, ces sentiments de vouloir être les meilleurs, mais pas au sens négatif, pour se dépasser aussi lui-même, c'est sûr que la peur de l'échec, c'est la peur aussi de ne pas être entendu, par exemple. Ou alors vous voyez le taureau, ben, c'est le taureau qui est un signe de terre, qui n'aime pas les grands bouleversements, par exemple, ben, c'est la peur aussi de l'inconnu, vous voyez, d'abandonner ce qu'il connaît pour aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Et donc souvent ils ont peur de scénarios de catastrophes. Ben, les Gémeaux, c'est la peur de la monotonie. Ben, les Gémeaux, c'est un signe d'air, hein, c'est un signe aussi mutable. Nous les avons déjà vus. Si vous allez voir mon Instagram, ma page Instagram, je parle des signes aussi mutables. Donc, il est intéressé par les besoins de changement. Donc, effectivement, c'est la peur de la monotonie qui le marque. Vraiment de se réveiller un jour, ce qu'il détesterait, c'est de se réveiller un jour et de se rendre compte que c'est exactement pareil au précédent. Le cancer, ben, la peur principale, c'est un peu le chagrin d'amour. Le cancer qui est très compatissant, qui est très sensible, qui veut partager l'amour qu'il a en réserve à l'intérieur de lui-même. Ben voilà, la peur du chagrin d'amour, de ne pas qu'il n'y ait pas de l'autre côté, si vous voulez, le même sentiment, c'est quelque chose qui peut le blesser. Et puis, le lion, bien évidemment, c'est la peur de se voir retirer son pouvoir. Et pas dans un sentiment d'égocentrisme, mais parce que c'est vraiment sa nature profonde d'être même aimé par ce qu'il fait, par le bon gouvernement, j'ai envie de dire. La Vierge, bien évidemment, la Vierge qui est un signe de terre, qui aime mettre de l'ordre, organisé, ben, c'est la peur du chaos. C'est ça qui lui fait peur. On est toujours dans un peu la caricature du signe, bien évidemment, mais ça c'est pour vous aider à rentrer petit à petit dans l'énergie de chaque signe. La Balance, ben, la Balance, c'est la peur de manquer de quelque chose, mais dans le sens du déséquilibre. Vous voyez, la balance a besoin de son équilibre, le yin et le yang, moi et l'autre. Et donc, l'idée qu'il y ait une partie qui manque, ben, pour elle, c'est un signe de déséquilibre, donc c'est l'une de ses peurs. Les scorpions, paradoxalement, je peux vous dire, c'est la peur de l'abandon. Pourquoi je dis ça? Parce que les scorpions aiment intensément, il lui faut beaucoup de temps aussi pour avoir confiance en quelqu'un, mais une fois qu'il a donné sa confiance, il est digne de la plus grande loyauté, et donc pour lui, il n'y a rien de pire que de s'imaginer qu'il n'y a pas effectivement quelqu'un qui peut l'abandonner, hein. Le Sagittaire, ben, c'est la peur, bien évidemment, de la perte de sa liberté, c'est-à-dire de se sentir au piège. Et ça, nous l'avons même analysé. Hein, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir voyager loin, donc se sentir un piège. C'est le sentiment d'étouffer, c'est vraiment inacceptable, voilà ce que j'allais dire pour un Sagittaire. Et puis le Capricorne, c'est bien évidemment aussi quelque part la peur de perdre le contrôle. La Vierge, c'était la peur du chaos, c'est encore autre chose. Le Capricorne, il a un objectif, il le poursuit s'il est nécessaire pendant toute sa vie, donc il a aussi une organisation et il souhaite arriver là où il a décidé qu'il va arriver. Donc perdre le contrôle de sa propre existence peut faire dérailler effectivement ce projet, peut le perturber profondément. Le Verseau, c'est le Verseau, donc le Verseau versatile, on dit, mais enfin bon, ce sont des personnes toujours qui sont caractérisées par leur envie d'innovation, leur curiosité, et ils ont toujours des projets, ils se mettent toujours en jeu, donc je dirais que c'est la peur de ne pas être à la hauteur d'un nouveau défi. Et puis les poissons, ben, c'est la peur quelque part de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, le poisson est très à l'écoute, c'est une éponge hein, des sentiments, du ressenti de l'autre. Et donc, le fait de ne pas avoir quelqu'un qui puisse aimer de la même manière, qui lui peut le perturber profondément. Et voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne les signes. Et en ce qui concerne les planètes, ben, en ce qui concerne la planète qui est celle qui vient comme ça d'emblée, effectivement, qu'on peut lier d'emblée spontanément aux peurs, eh ben, c'est la dernière planète
découverte, c'est une planète qui est toute petite, et c'est Pluton, qui est associé au signe donc, du Scorpion, et qui représente nos peurs les plus profondes. Vraiment, Pluton correspond aussi à notre part d'ombre. Et donc, comme je l'ai dit, Pluton est la planète, pour l'instant, qui a été découverte la plus éloignée du Soleil. C'est aussi la plus lente que nous connaissions au stade actuel, la plus lente à effectuer donc sa révolution, donc qui dure à peu près 248 ans. C'est très long, donc vous comprenez que c'est la seule planète dont on n'a pas pu étudier une entière révolution, parce que depuis sa découverte, il n'y a pas encore 248 ans qui se sont écoulés, contrairement à Neptune, dont on a pu observer une révolution complète. Donc, elles gardent encore plus leur part de mystère, sa part de mystère. Là, nous sommes effectivement dans les planètes transsaturniennes. Nous savons que Uranus lui faut 84 ans pour faire sa révolution complète, donc on a déjà pu observer la révolution complète de Saturne. Pluton à peu près 160 ans, 169 ans à peu près, donc effectivement le tour a été fait complet en ce qui concerne Neptune, Pluton pas encore. Donc je vous dis, elle garde encore une part des mystères, des choses à découvrir. Donc quand est-ce qu'elle a été découverte, cette petite planète? Elle a été découverte au 19e siècle par Percival Lowell, mais elle n'a pas pu être photographiée qu'en 1930 par Clyde William Thornbach. Et effectivement, même si c'est une toute petite planète, elle a une densité suffisante pour exercer une attraction gravitationnelle assez forte. Et cette attraction gravitationnelle très forte a provoqué des perturbations dans les orbites d'Uranus et de Neptune. Et donc c'est comme ça qu'on a pu la découvrir en la photographiant en 1930. Donc le terme Pluton vient encore une fois du grec, Plutos. Pluto signifie riche. Donc pour le romain, Pluton est le dieu de la richesse et de la fertilité, de l'or. Mais dans la mythologie grecque, on parle aussi de Hadès. Et Hadès, qui est le dieu des morts, signifie littéralement « celui qui se cache ». Donc Pluton, vous voyez déjà dès le départ, a ce côté ambivalent. D'un côté, il est sacré, de l'autre côté, il est destructeur. D'un côté, il porte la richesse, de l'autre côté, il porte oui, les délitements aussi. Hein. Donc il est fils, Pluton est fils de Saturne, donc en tant que tel, il est frère de Jupiter et de Neptune. Il est souvent représenté assis sur un trône noir, et il a à ses pieds le chien Cerbère. Donc ceux qui ont une culture classique ont peut-être de réminiscences aussi de leurs études. Et alors, parlons un peu du mythe pour essayer de comprendre l'énergie de cette planète. Certainement, le mythe le plus connu de Pluton est celui qui le lie à Proserpine, selon la mythologie grecque, Hadès et Perséphone. Donc vous choisissez les noms que vous voulez. En tout cas, les mythes est celui qui raconte d'une histoire d'amour, hein, au départ à sens unique, c'est-à-dire que Pluton voit Proserpine en train de cueillir des fleurs au bord d'un lac, il en tombe follement amoureux, et qu'est-ce qu'il fait? Il la kidnappe, en la transportant sur son chariot traîné par 3 chevaux noirs, il la transporte avec elle jusqu'aux enfers, et il se marie avec elle. La mère Démétra, folle de douleur, demande à Zeus, Jupiter d'intervenir, et il y aura toute une série d'histoires, d'aventures, et à la fin, Proserpine, Perséphone passera donc la moitié de l'année avec la mère Hadès sur la terre, et l'autre moitié avec son époux Pluton Hadès, donc dans les enfers. Un autre mythe très connu est celui d'Orphée. Donc Orphée est follement amoureux d'Eurydice, mais Eurydice décède à cause de la morsure d'un serpent lorsque se promenait elle aussi à côté, enfin dans un pré. Et donc Orphée est désespéré et il chante des chants tellement tristes, mais en même temps tellement beaux, que effectivement Pluton Proserpine décide de libérer Eurydice.
qui peut remonter donc à la surface avec Orphée, mais à condition qu'Orphée ne se retourne pas. Mais à un moment donné, Orphée n'entend plus les pas d'Eurydice lorsqu'il est en train de marcher vers la lumière du soleil, donc il se retourne pour regarder si elle est toujours derrière lui, et il voit l'âme d'Eurydice qui s'enfonce à jamais en enfer, en Hadès. Donc vous voyez le côté aussi terrible de toute cette métaphore. Donc Pluton en astrologie représente le principe de la transformation, il représente aussi l'inconscient, les mystères de la mort et de la vie bien évidemment, de la lumière et de l'obscurité, les pulsions créatrices et destructrices. Rappelons-nous qu'il est associé donc au signe du Scorpion comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je vous remonte le signe du Scorpion. Le pouvoir, dans toutes ses formes, bien évidemment, ce qui est caché, occulté, aussi l'inconscient. Il décrit aussi notre capacité de réagir aux questions et aux preuves de la vie très très dures et très difficiles, exactement comme le signe du Scorpion. Donc c'est la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Et l'octave, on considère Pluton, excusez-moi, l'octave supérieure de Mars, mais avec une énergie différente. C'est-à-dire que Mars, c'est une énergie qui va vers l'extérieur, l'énergie du Pluton, plutonien en tout cas, va vers l'intérieur. D'accord? Il vient une force intérieure. Les mots-clés de Pluton que je vous suggère sont renouvellement, régénération et bien évidemment magnétisme. Or, passons maintenant au tarot. Alors, souvent, quand on fait des tirages de lecture, il y a des lames, des arcanes qui sortent, les gens en ont un peu peur. Voilà, c'est-à-dire il y a des cartes qui font peur, qui inquiètent, parce que dans l'inconscient, peut-être, ou même dans la tradition, dans la culture générale, ce sont peut-être des lames qui renvoient à l'idée de la mort, à l'idée de la souffrance, de la douleur, ou alors les gens pensent que ça annonce une catastrophe terrible, vous voyez. Bon, donc je vous montrerai ces lames et je vous montrerai comment en réalité leur message est bien autre et bien plus intéressant pour nous. La première, bien évidemment, c'est la 13. C'est l'arcane sans nom qui porte un numéro généralement pas très apprécié par les gens qui sont superstitieux. Je pourrais dire tout de suite quelque chose à propos de ce numéro. Déjà, le numéro 13, c'est un numéro qui est indivisible. Donc, c'est le symbole plutôt de quelque chose qui est entier, qui est authentique. Donc pourquoi peur? Pourquoi doit inspirer de la peur? Et dans un chiffre arabe, 13 c'est l'addition de 1 plus 3, c'est-à-dire 4, et 4 c'est quand même la stabilité de l'empereur. Vous voyez comment déjà on peut rentrer dans la symbolique. Mais c'est une carte où effectivement à première vue, les gens disent, voilà, il y a un squelette qui est entouré des restes humains déchiquetés, ce squelette tient une faux, il a un pied dans la terre noire, de cette terre noire émergent des mains, des pieds coupés, des os, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Mais si on regarde bien cette carte, on voit bien que ce n'est pas un squelette. Le personnage est robuste, il est énergétique, il a une colonne vertébrale en forme de pie de blé, qui représente donc la fécondité, la fertilité, mais aussi la richesse. Donc vous voyez l'autre aspect plutonien, je vous avais dit au départ, la richesse et la destruction, donc les côtés plutôt romains, et puis de l'autre côté la mythologie plutôt grecque, et porte en soi donc une énergie vitale. Pourquoi? Parce que les articulations, vous voyez, sont rouges, donc ça veut dire qu'il y a du sang qui circule, ce n'est pas un squelette, ce n'est pas un mort. C'est l'énergie des forces que nous avons en nous, qui nous permettent d'agir. Il symbolise quoi? Donc notre structure, ce qui est essentiel à nous. Certes, il fauche, vous voyez, mais il fauche ce qui n'est plus nécessaire. Il élimine, exactement comme la faux de Saturne. Donc c'est une carte aussi scorpionesque, mais aussi saturnienne. Et Saturne, on l'appelle aussi les grands élagueurs. Donc il fait table rase du passé. Et il nous dit de passer à autre chose, vous voyez? Il dit non à ce qui est passé et dépassé. Il ouvre une page nouvelle de notre vie. C'est vraiment l'énergie essentielle, vitale dont nous avons besoin pour nous débarrasser de ce qui nous entrave, de ce qui est devenu inutile, en structurant notre existence, en organisant notre existence pour nous aider à aller de l'avant. Donc c'est exactement l'inverse. C'est une carte, si vous voulez, de renouveau. C'est une action radicale.
c'est une transformation profonde. Et en même temps, vous voyez la carte, regardez-la bien. On voit bien que le personnage est quelqu'un de juste. Il ne fait pas de hiérarchie entre les gens. Parce que par terre, on trouve aussi bien des têtes couronnées que pas des têtes couronnées. Ce qui veut dire qu'il analyse la valeur réelle de chacun. Je ne compte pas vous convaincre, mais c'est pour vous montrer, au fait, pour vous encourager aussi à dépasser des peurs, si peur il y a. Et ensuite, nous allons à l'autre carte qui fait vraiment peur, c'est la 15, c'est les diables. Alors là, je vous dis pas, c'est un personnage ailé, mi-homme et mi-animal, qui tient un flambeau avec deux diablotins attachés. Il est plutôt laid. Et il louche, il a des griffes, il a l'air lubrique, on dirait un tortionnaire qui garde les gens en esclavage. Il nous sourit, fait un signe de la main, il se moque de nous, il nous dit « Coucou, je peux venir te chercher quand je veux ». Il a des ailes de chauve-souris, donc là aussi, cela réveille en nous de peur ancestrale du noir. Mais en réalité, c'est qui ce personnage? Ben, c'est Lucifer, c'est l'ange déchu. Et Lucifer, qu'est-ce que ça veut dire? Le porteur de lumière. D'ailleurs, dans certains tarots, comme dans celui-là, il porte vraiment une flamme. C'est-à-dire qu'il va éclairer quoi? Qu'est-ce qu'il va éclairer? Ben, il va éclairer ce qui est caché, ce qui est profond, ce qui est souterrain, ce qui est plutonien, donc les liens avec Pluton. Et on voit que c'est un personnage puissant, c'est un thérapeute, au fait, Lucifer. C'est un thérapeute profond, habile, il révèle les secrets, les désirs qui sont inavouables, il exprime le monde des instincts. C'est un être supérieur, il a une force physique et une puissance spirituelle qui est hors norme. Et il nous rappelle que nous ne sommes pas proies de lui, mais nous sommes proies probablement de nous-mêmes, de nos désirs, de nos instincts et de nos peurs, bien évidemment. Et encore une fois, c'est une mise en scène. Il est sur une petite estrade, et c'est une mise en scène pour nous rendre conscients de nos peurs et de nos limites. C'est un être très intelligent, c'est un être puissant, c'est un être qui est en contact avec les énergies supérieures, et ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on le voit, vous voyez, à ses ailes et aussi à ses cornes qui sont bleues et qui représentent donc un lien avec quelque chose de plus haut. Le diable, donc la 15, il est à la fois, on peut le voir, homme et femme, et il se suffit pour engendrer quelque chose de parfait dans un projet. En fait, il gère un projet, si vous voulez, c'est peut-être aussi la métaphore, il gère toutes les étapes d'un projet, de la conception à l'enfantement, en passant par la gestation. Donc vous voyez aussi encore une fois comme la représentation du diable est quand même loin de ces histoires de peur. On passe ensuite à la lune, la 18, la lune, qui représente l'astre, vous voyez, de la nuit, qui éclaire un paysage, où se trouvent effectivement deux tours de bâtiments, deux chiens-loups, des animaux, un bassin avec une écrivisse. Et pour certains, si vous voulez, cette lune qui cache le soleil représente aussi une éclipse, donc ça peut être aussi un mauvais présage, ou en tout cas il voit par exemple dans cette image deux bêtes qui s'affrontent, un monstre qui émerge des eaux, vous voyez des eaux troubles. Donc l'arcane de la lune en réalité renvoie bien évidemment à la richesse de notre inconscient, de notre imaginaire et bien évidemment de nos rêves, et représente l'intuition, la sensibilité féminine, la capacité de puiser en soi pour pouvoir ensuite se renouveler. Et on voit ici comment le soleil et la lune sont réunis. Donc cette carte représente le masculin, le féminin, avec le soleil qui distribue la vitalité, la lune pardon, qui féconde la terre et les esprits, et la lune qui est une mère bienveillante qui veille sur notre sommeil pendant la nuit. Et les deux chiens loups, en réalité, au lieu de nous faire peur de voir des animaux qui se battent, ils représentent nos instincts, nos désirs, qui sont aussi des bons gardiens pour nous. Ils représentent, comme d'habitude, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos aussi, les cartes nous présentent toujours deux pôles, par exemple la chair et l'esprit, l'instinct et la raison. Et chaque carte nous
nous propose une solution pour réunir les deux pôles, la dualité, et pour ne faire qu'un. Et là, vous voyez comment la tête, par exemple, des bêtes, se dresse vers la lune. Ils sortent la langue, vous voyez, presque pour se nourrir de ces gouttes qui descendent ou montent, là, selon les interprétations. Et donc, elle symbolise vraiment notre volonté, notre volonté de se hisser vers les hauts. Et en même temps, parlons de ce bassin d'eau, c'est le plus grand bassin d'eau de tarot de Marseille, qui représente en tant qu'eau l'inconscient, les rêves, l'intuition et l'écrivisse, qui perd son carapace pour changer, pour muter, donc la nécessité cyclique d'une transmutation, d'une transformation, en allant puiser dans notre fort intérieur, mais aussi dans nos souvenirs, parce que l'eau, c'est l'eau aussi du cancer, donc c'est les passés, ce sont les choses enfuies, donc qui remontent et que nous transformons. Donc vous voyez encore une fois comment cette carte est riche et pas forcément liée aux peurs telles que nous l'entendons. Et puis pour certains, certainement pas pour l'interprétation que moi j'ai du tarot de Marseille, mais pour certains, l'arcane 16, la maison de Dieu, aussi pose des problèmes. D'accord? Alors, dans les tarots de Marseille, j'insiste, hein, dans les tarots de Marseille anciens, si vous voulez, original, la tour ne s'écroule pas. Les deux personnages ne tombent pas de la tour n'est pas en ruine, mais on voit bien qu'il y a un personnage qui ouvre la porte. Donc, cette tour est ouverte en haut, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, laisse sortir un plumet. Dans d'autres versions du tarot de Marseille ancien, c'est une flamme qui entre ou qui sort de la tour. Donc dans tous les cas, ça représente une purification qui entraîne une résurrection. Et les deux personnages donc, qui sortent de la tour, vous m'en avez déjà entendu parler dans d'autres vidéos, au fait, sont à la recherche de la vérité. C'est pour ça qu'ils sortent de la tour. Et ils veulent chercher la vérité à travers l'expérience de la vie, l'expérience matérielle, concrète. Donc forcément, cette carte, c'est un symbole complètement différent. C'est l'ouverture d'esprit, c'est ce qui peut arriver par hasard, mais qui porte joie fortement. Ce sont les idées lumineuses qui peuvent arriver, les figurations aussi qui peuvent arriver quand on sort des sentiers battus de notre mental, qui est représenté par cette haut de la tour qui est la couronne, comme vous le savez, et quand on cherche donc l'inspiration de ce côté-là, ou même l'inspiration divine quand la flamme rentre, ou même une purification quand la flamme sort, en sachant encore une fois que la maison qui est représentée par cette tour, qui est couleur chair, qui est symbole aussi d'autre chose si vous voulez, mais on s'arrête là pour l'instant, représente notre corps qui lui est bien évidemment solide. Et donc, pour terminer, ce panorama à travers de l'astrologie et du tarot à travers les peurs, je vous propose comme d'habitude une pratique très simple, vraiment très simple. Choisissez donc l'un des arcanes dont nous avons parlé, hein, puis vous pouvez aussi parcourir le jeu des tarots et voir s'il y a d'autres arcanes qui éveillent vos peurs, donc l'un de ces 4 arcanes-là par exemple, vous voyez, et observez-le en accueillant sans juger ce qui remonte à votre inconscient. Et une dernière considération, n'oublions jamais que les cartes ne prédisent pas l'avenir, mais elles mettent en lumière notre véritable personnalité et proposent des solutions à nos problèmes. Les solutions sont déjà là, sauf que nous n'arrivons pas à les voir. Et comme disait Franklin Roosevelt, et avec ça je vais vous laisser, la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi, d'avoir passé un peu de temps avec moi. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, ou faites diffuser la vidéo. Vous pouvez me poser des questions, bien évidemment, en bas de la vidéo, sur mon mail, aussi à mon mail que vous trouvez dans la description, et allez voir mes pages Instagram où vous trouverez beaucoup de vidéos qui portent sur l'astrologie et sur les tarots. Encore une fois, un grand merci et d'avoir passé du temps avec moi. Merci, à la prochaine. Au revoir.